L'actualité nationale et internationale sur Éco-Éducation TV. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici le sommaire. Les journalistes togolais formés sur les assurances afin d'éduquer et informer la population sur les procédures d'indemnisation des sinistres. On en parle dans cette édition. De nouveaux vaccins pour lutter contre le paludisme, mis au point par des chercheurs burkinabés. Grand pas dans la lutte contre cette maladie. Et puis toujours hors de nos frontières, le prix Nobel de littérature 2023 a été décerné à l'auteur norvégien John Fosse. Une fois encore, bienvenue. Je le disais à l'instant dans les titres, pour nous protéger et protéger nos biens, nous avons besoin de l'assurance. Souvent mal perçue par la population, il est indispensable d'éduquer et informer sur ces procédures et avantages. La communication se fait bien évidemment à travers les médias, raison pour laquelle une formation a été organisée à leur endroit. Suivez ce reportage de nos confrères de la TVT. L'on dit souvent sous nos cieux que assurance rime avec frustration, colère et incompréhension. Le plus souvent du côté des bénéficiaires des produits d'assurance. Ils récriminent plus contre l'assurance automobile. Il y a le sinistre matériel, ça veut juste dire que les véhicules ont eu des chocs et autres, et il y a le sinistre corporel. Et ça, c'est le sinistre le plus grave. On peut réparer un véhicule, mais un homme, quand bien même vous le réparez, il est diminué. Et donc, il faut qu'on n'expédie pas son indemnisation. Il peut arriver même qu'au terme des soins, la personne ne soit pas toujours consolidée. On va attendre sa consolidation et tout ça, ça prend du temps. Pour se refaire meilleure presse, l'industrie de l'assurance au Togo s'associe à l'industrie médiatique. Former les journalistes sur les assurances matérielles comme corporelles. Les participants viennent des plateaux de la Maritime et de Lomé commune pour connaître les réalités des procédures d'indemnisation. De nos jours, il suffit qu'un événement se passe, tout le monde est informé. Or, nous sommes dans un pays à faible culture d'assurance. C'est de vous voir relayer la formation, l'information que nous vous donnons en éduquant la population à comprendre le bien fondé de ce service qui, lorsque vous êtes démunis, vous vient en aide. En fait, pour beaucoup, quand ils s'assurent, ils pensent qu'ils s'appauvrissent. Alors qu'en réalité, quand vous souscrivez à une assurance, c'est de l'argent que vous avez mis de côté pour faire face à une situation difficile. Vous êtes victime. D'abord, vous avez l'obligation de déclarer le sinistre à votre assureur. Et à partir de ce moment, les procédures sont mises en place. Ce sont ces informations que les journalistes devront relayer auprès du public. La formation s'étend sur 2 jours. Elle fait suite à celle des journalistes du nord du pays tenue à Kara. De la formation, nous parlons à présent éducation, hors de nos frontières et précisément en RDC. Une vision du chef de l'État est celle de garantir aux élèves une éducation de qualité afin que ces derniers profitent des ressources du pays. Nous suivons donc cet élément proposé par Nadine Nofodi et Espoir Awisso. L'investissement dans la construction d'écoles favorise des niveaux de scolarisation plus élevés et améliore les conditions de vie futures des élèves et des générations à venir. Les données probantes montrent que la plupart des hommes et femmes ayant accédé à l'éducation sont à grand pourcentage acteurs actifs assurant le développement du pays. Faisant de la qualité de l'enseignement son champ de bataille, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a inauguré le 2 octobre 2023 la toute première école construite en matériaux durables dans la province du Haut-Katanga au Congo. D'anciens bâtiments cèdent leur place à de nouvelles salles de classe confortables à la rentrée scolaire 2023-2024. Vous avez un bon pays, un pays riche, et vous devez profiter de la richesse de votre pays et nous, on va tout faire pour que tous les jeunes, les enfants du Congo profitent de la richesse de leur pays. Vous devez étudier dans les bonnes conditions, a déclaré le président de la République. Il faut croire qu'après avoir réussi la gratuité de l'enseignement primaire, la vision du chef de l'État portera plus haut le flambeau du secteur éducatif congolais.
Je vous l'annonçais il y a de cela quelques jours, 2 personnes ayant obtenu le prix Nobel de médecine. À présent, nous connaissons le nom du prix Nobel de littérature 2023. Il est attribué à l'auteur norvégien John Foss. Reportage Euronews. Le lauréat du prix Nobel de littérature 2023 a été dévoilé et cette année, c'est le dramaturge norvégien John Foss qui est récompensé. Homme de théâtre âgé de 64 ans, il est l'un des auteurs vivants les plus joués à travers le monde, un statut qui ne l'a pas empêché d'être surpris à l'annonce des résultats. I've just spoken to Jon Fosse on the phone. He was driving on the countryside at Sognefjord, north of Bergen in Norway, and we had the opportunity to start speaking about practical matters and the Nobel Week in December. Nei, det jo ikke så overveldende da. Det var uventet, det kan jeg si. Selv om jeg har jo vært inne i diskusjonen i hvert fall siden 2013. Og det har på en måte innstilt meg litt på at det kunne skje da. Men så har det nå gått 9 år, og det har nå vært mast om meg, holdt på å si. Og noen pris hadde det ikke blitt, så jeg trodde nå ikke det skulle bli noen i år heller. John Foss a écrit une quarantaine de pièces de théâtre ainsi que des romans et des nouvelles. Il est le 4e écrivain norvégien à recevoir le prix de littérature. Beaucoup de personnes font des exploits à travers le monde et ce n'est pas qu'en littérature. Elle, c'est Laura Nyasita Ondar. Elle est bioinformaticienne. Avec son équipe, elle décode le patrimoine génétique des plantes pour créer un jour des variétés résistantes aux parasites et aux maladies. C'est au Kenya. Reportage DW. My name is Laura Nyasita Ondari. I am a bioinformatician here at the International Institute. Je m'appelle Laura Nyasita Ondari. Je suis bioinformaticienne à l'Institut international d'agriculture tropicale. J'ai une formation en biochimie médicale, mais je suis spécialisée dans la recherche scientifique. Plus je grandissais, plus j'aimais les sciences. À l'école primaire déjà, j'avais de très bonnes notes. Et puis j'aimais aussi regarder les émissions scientifiques sur DSTV comme Mindset et Science of Stupid. Je me disais, j'aimerais comprendre tout ça et le transmettre comme le présentateur. Aujourd'hui, Laura travaille à l'Institut international d'agriculture tropicale au Kenya. Son équipe est chargée de décoder le patrimoine génétique des plantes pour un jour créer des variétés résistantes aux parasites et aux maladies. Les agriculteurs recherchent toute une variété d'éléments dans la plante du futur. Tout d'abord, il faut bien qu'elle soit résistante aux maladies, mais il faut aussi qu'elle ait un rendement élevé tout en garantissant la sécurité alimentaire. En gros, vous voulez des plantes dont vous savez qu'elles peuvent nourrir votre famille et dont vous pouvez encore vendre une partie pour gagner de l'argent. Actuellement, Laura et l'équipe du laboratoire travaillent sur la maladie bactérienne Banana Xanthomonas wilt qui est répandue en Afrique de l'Est. En cas d'infection, les agriculteurs peuvent perdre entre 50 et 100% de leur récolte de bananes. Pour y remédier, les chercheurs manipulent le patrimoine génétique des bananiers et l'équipe espère ainsi que les agriculteurs seront en mesure de cultiver les variétés améliorées, et ce, dans quelques années seulement. La bioinformatique est un domaine interdisciplinaire à cheval sur l'informatique, la biologie et les statistiques. C'est une discipline qui offre de nombreuses possibilités aux jeunes car la demande est croissante. Une grande partie de la recherche biologique effectuée au Kenya et en Afrique nécessite à un moment ou à un autre une analyse bioinformatique. Avec certains de ses collègues, Laura fait partie du Centre de bioinformatique du Kenya, un réseau de jeunes chercheurs qui souhaitent développer le domaine de la bioinformatique dans le pays. Il s'adresse donc à des étudiants de premier cycle qui, a priori, n'ont pas beaucoup de connaissances en la matière. Dans la recherche, on essaie de répondre à des questions biologiques. Le fait qu'à chaque fois l'énigme à résoudre devienne de plus en plus complexe est fascinant. C'est très utile de rendre visite aux étudiants de premier cycle. On part du principe qu'ils n'ont jusqu'à présent pas vraiment eu l'occasion de se familiariser avec la bioinformatique et qu'ils ignorent les aspects pratiques de la matière.
Alors que la recherche scientifique est de plus en plus présente en Afrique, les opportunités pour les jeunes chercheurs sont encore rares. Il n'y a pas assez d'institutions de recherche et la plupart des financements proviennent encore de l'étranger. C'est malheureux, mais j'encourage toujours mes amis ou les personnes qui ont étudié à donner quelque chose en retour à leur communauté, à mettre en pratique ce qu'ils ont appris à l'extérieur, chez eux, y compris en milieu rural. Des pâturages plus verdoyants ailleurs attirent tout le monde, c'est normal. Mais encore une fois, pour nous, c'est une perte énorme en cerveau brillant. L'équipe espère qu'un jour, elle pourra inaugurer sa propre institution d'apprentissage. Pour Laura, un doctorat en bioinformatique est la prochaine étape logique. Entre recherche révolutionnaire et reconnaissance de ses pairs, qui sait ce qui l'attend encore en chemin. Restons toujours dans le domaine de la science et précisément en médecine et je vous emmène dans l'un de nos pays voisins, le Burkina Faso. Depuis le 3 octobre 2023, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a homologué le Matrix M, le nouveau vaccin contre le paludisme chez les enfants de 5 à 36 mois. Vaccin élaboré par les chercheurs burkinabés sous la houlette du professeur Alidou Tinto. Suivez ce reportage de nos confrères de la RTB. La perspective de tout chercheur, c'est de se poser la question à la fin de la journée si ce que vous faites a un impact sur... La fierté d'un devoir accompli pour la santé et le bien-être des populations burkinabées et africaines. C'est le sentiment qui habite le professeur Alidou Tinto après l'homologation par l'OMS du R21 Matrix M. Le vaccin contre le paludisme mis au point à l'unité de recherche clinique de Nanoro par des chercheurs burkinabés avec une efficacité de plus de 75%. Voir qu'un produit sur lequel nous avons commencé à travailler en 2019 avec l'Université d'Oxford aboutit aujourd'hui à une forte recommandation de l'OMS pour son utilisation, cela nous rend fiers. Santé toujours dans cette édition et nous parlons de l'actualité du moment en France. Les punaises de lit, une infestation dont de nombreux médias étrangers nouent un réel intérêt et communiquent sur leur plateforme. Nadine Noufodi, toujours avec Espoir Awisso. En France, le phénomène des punaises de lit prend de l'ampleur. Les sites infestés par ces derniers se comptent par centaines de milliers. Ces parasites avaient pourtant disparu dans les années 50, mais visiblement, ils font leur grand retour en France. Ce phénomène se voit scruté par de nombreux médias étrangers. Il sème de la peur chez de nombreux Français, parfois même jusqu'à la psychose. Les répercussions psychologiques provoquées par leur présence sont non négligeables, mais il faut dire que l'État français n'est pas resté indifférent à la situation. Alors que le débat sur ces nuisibles et leur recrudescence fait les gros titres en France, les journalistes étrangers scrutent eux aussi la situation. L'exécutif se veut rassurant, mais les interventions de désinfection ont augmenté de 65% cet été par rapport à l'année dernière, d'après France Info. No one is safe. Une myriade d'articles ont repris la phrase d'Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris, qui a affirmé que personne n'était à l'abri sur LCI vendredi dernier. CNN a titré sur cette phrase quand d'autres médias anglophones l'ont citée, à l'instar du Guardian ou des Mirror. Ni panique générale, ni psychose martèle le gouvernement français, tentant de rassurer face aux punaises de lit. Alors que le débat sur ces nuisibles et leur recrudescence fait les gros titres en France, les journalistes étrangers scrutent eux aussi la situation. De nombreux médias étrangers se focalisent d'ailleurs sur Paris, quitte à créer un contraste saisissant entre la réputation romantique de la capitale française et la présence de ces insectes suceurs de son. Ainsi, le New York Times s'assume à titrer « City of Light or City of Battles », la ville lumière ou la ville moisure. Plus informative, la télévision italienne Rai News évoque « Paris face à l'invasion de punaises de lit ». Un reportage, la chaîne de télévision américaine CBS affirme que la totalité de la ville est infestée par les punaises de lit. La France est la première destination touristique au monde et de nombreux touristes sont inquiets à l'idée de ramener des punaises de lit à la maison.
Un vol Paris-New York d'Air France a même été annulé mardi pour suspicion de punaise de lit. C'était toutefois une fausse alerte. Sport, pour terminer cette édition, la Russie ne boycottera pas les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Déclaration faite par le président du comité olympique russe. Plus de détails dans ce reportage de nos confrères d'Africa News. Les athlètes russes participeront-ils aux Jeux Olympiques de 2024 ? À Moscou, la perspective d'une absence gagne du terrain. Je ne vois potentiellement pas un seul athlète olympique russe à ces Jeux parce que le comité olympique russe n'a pas reçu d'invitation. Par conséquent, je m'abstiendrai de parler d'athlètes individuels neutralisés. Les Russes payent le prix du conflit qui oppose leur pays à l'Ukraine. L'idée de leur participation sous bannière neutre est évoquée. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve dans nos prochaines éditions. Excellent week-end à tous.